parler gestion du risque amiante dans un parc de bâtiments tertiaires privés. Vous allez voir, on a effectivement un témoignage qui va être riche d'enseignements sur ce sujet. Et merci à vous. Voilà, alors je suis ravi de vous accueillir avec moi sur cette conférence qui est co-organisée avec vous, Sogelink. D'ailleurs, c'est un cycle de conférences qu'on a sur toute l'année. On va se revoir en mars, en juin, en septembre et en décembre pour 4 conférences sur la partie amiante pour vous donner un panorama complet des enjeux, des obligations pour vous, maîtres d'ouvrage, diagnostiqueurs, en tout cas toute la filière amiante, autour de ces sujets. Alors peut-être on peut commencer par un premier tour de table de présentation, qui vous êtes et qui vous représentez. Dans l'ordre peut-être, Cyrielle, allez, on vous laisse commencer. Bonjour à tous, donc Cyrielle Château, je suis chef de produit sur la suite logicielle Amiante 360 chez Sogelink. Merci. Emmanuel. Alors, Emmanuel Caustic, je suis référent technique prévention des risques au sein du département prévention des risques de Conforama. Alors, référent technique, tout simplement parce que je travaille en transverse avec les services immobiliers, les services techniques et la production, les magasins, sur la gestion du risque amiante. Top. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir, oui, d'avoir ce témoignage d'un grand groupe comme le vôtre sur sa partie amiante. Et enfin, Gilles. Bien oui, bonjour. Moi, je suis Gilles Poulard. Je suis le responsable de l'activité. Je porte la responsabilité de l'activité amiante et patrimoniale chez Sogelink. Donc, à ce titre, je représente l'entreprise sur tout le territoire pour la vente de nos solutions logicielles au sein de collectivités, d'entreprises privées comme Conforama ou d'hôpitaux qui ont un patrimoine largement amianté. Voilà. Justement, Gilles, on avait dit qu'on commencerait par vous. Ça serait bien de rappeler à notre public les obligations qu'il y a sur le tertiaire privé. Parce que finalement, on est un cadre général, mais aussi il y a des spécificités un peu sur la partie privée. Alors oui, effectivement. Alors, il se trouve qu'en France, on a une réglementation qui est très intransigeante, on va dire, sur la problématique amiante. Et du coup, les donneurs d'ordre privés sont au même titre que les donneurs d'ordre publics soumis à cette réglementation. À la réserve près, c'est qu'un donneur d'ordre dans le tertiaire, il a bien évidemment du personnel qui œuvre dans ses propres bâtiments, mais également du public, il reçoit du public. Et donc forcément, la réglementation est plus contraignante pour lui, puisqu'elle est multiple entre les gens qu'il reçoit au titre de son activité et ses collaborateurs. Donc nous, chez Sogelink, on s'est fait fort de proposer une solution depuis maintenant 2015 sur le marché, qui permet à tous ces propriétaires fonciers, quels qu'ils soient, de s'appuyer sur des outils numériques pour gérer d'une part cette réglementation et d'autre part la volumétrie de données. Alors quand je dis données, c'est bien évidemment de la data, mais c'est aussi des documents, puisqu'on va parler dans l'après-midi, on va parler de dossiers techniques amiante notamment, ou de rapports avant travaux lorsqu'on parle d'amiante. Et du coup, ça donne naissance à des documents. Et donc, de plus en plus, depuis 1997, qui est l'année d'interdiction d'utilisation des matériaux amiantés dans le monde du bâtiment, on accumule un certain nombre de documents, de données, et qu'il faut être en mesure de gérer et de gérer correctement. Donc chez Sogelink, on a toute une suite logicielle qui est présentée et qui évolue dans le temps, puisque le dernier né, c'est Batidiac 360. Mais Sogelink, c'est aujourd'hui une entreprise lyonnaise au départ, de 650 collaborateurs à ce jour, avec des filiales en Europe. La stratégie de l'entreprise, c'est de devenir le leader européen de la construction tech. L'ADN de l'entreprise, c'est assez simple. Nous ne fabriquons et nous ne concevons des logiciels que pour cette filière-là, que pour la filière du bâtiment et des travaux publics. Donc on est spécialisé dans ce domaine-là et aujourd'hui, c'est notre stratégie de déploiement à l'international. Alors cette stratégie, elle s'appuie sur des réussites. Celle qui est présentée sur le slide, c'est une réussite qui a été concrétisée par, d'une part, la certification de nos outils par le CSTB. L'avis de la Cevalia, c'est une organisation qui émane du CSTB qui valide que finalement nos logiciels et nos solutions logicielles
permettent de gérer le risque amiante comme il le faut au sein de la réglementation française. Et ça a été doublement confirmé puisqu'on s'est vu attribuer, maintenant il y a 2 ans, par l'État, le marché de la gestion du risque amiante à travers ces plus de 100 000 bâtiments sur le territoire français. Ah oui, donc tous les bâtiments de l'État, là, ils ont été rentrés dans la solution. Alors, 100 000 bâtiments, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Ouais. On est toujours en cours de déploiement. On opère des vagues de 20 000 bâtiments qui seront terminées. Ces vagues seront terminées à l'issue de cette année. Alors, sur le rappel réglementaire, ce que vous disiez, Xavier, c'est assez simple. Hein. Depuis 1997, en France, on a empilé un peu plus de 600 textes sur le risque amiante. Donc, du coup, avoir une solution numérique qui permet d'être conforme à ces textes, c'est toujours très intéressant. D'où nos solutions à destination des donneurs d'ordre, mais pas que. On a aussi des solutions pour les opérateurs de repérage, des solutions pour les entreprises de travaux, des solutions pour la voirie, et ainsi de suite. Donc, en fait, Sogelink s'est focusé sur les différents textes de loi pour apporter au sein de ces outils une meilleure réponse pour permettre aux donneurs d'ordre d'être conformes à la réglementation. Je ne vais pas tout détailler, cette frise chronologique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en 2017, la loi travail a imposé de faire des repérages avant tout type de travaux. Donc c'est pour ça qu'on parle d'amiante dans les voiries, on parle d'amiante dans les bâtiments, on parle d'amiante finalement dans tout type de travaux parce que il est possible que sous ce parquet, derrière ce mur, on ait des matériaux qui représentent un risque. Et du coup, avant de démolir ces matériaux, avant de faire des travaux qui vont intervenir sur ces cloisons ou sur ces parquets, eh bien, on est obligé de faire un rapport en travaux. D'où l'explosion, donc à partir de 2017, des documents et des données à gérer, puisqu'en fait, en théorie, avant de faire un trou dans une cloison, on est obligé de faire un diagnostic. Et donc aussi, c'est intéressant de savoir ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer aussi ces données pour éviter ces multiples re-analyses, re-contrôles. Alors exactement, hein, l'idée c'est de suivre dans le temps l'évolution du matériau dans le bâtiment, bien évidemment, si on l'a retiré, si on l'a encapsulé, si partiellement on a pu uniquement l'encapsuler. Et donc la Direction générale du travail est très vigilante là-dessus. Hein, on parle vraiment du suivi et de l'historique de la vie du matériau dans le bâtiment. En termes de... Donc là, voilà, on continue le rappel réglementaire. Donc sur l'aspect réglementaire, le législateur a classé finalement la dangerosité des matériaux. On va parler de liste A, qui est un matériau qui est représenté sur 3 matériaux, hein, calorifugage, flocage et faux plafond. La liste B, on va dire, c'est tous les autres, hein, c'est l'école et ainsi de suite. Et puis, on est obligé de cartographier le risque avec ce type de matériaux, liste A et liste B, dans les bâtiments. Et puis, lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de faire des travaux, on va faire un rapport avant travaux, c'est-à-dire qu'on va faire un rapport qui va permettre non plus de savoir ce qu'on voit, mais savoir ce qu'il y a à l'intérieur des supports. Donc, on va appeler ça la liste C. Et donc, l'idée de tout cette organisation qui est réglementaire, c'est d'être en mesure de protéger d'une part les usagers du bâtiment, mais également les collaborateurs qui vont faire des travaux dans ces propres bâtiments. Donc l'idée, c'est bien ça. Donc on a un aspect code de l'environnement et code de la santé publique et un aspect code du travail. Voilà, et ces deux sujets, on va en reparler avec vous, Conforama, mais ces 2 sujets qui vont de pair, effectivement, sur le risque amiante. Alors effectivement, pour que ces utilisateurs ou ces usagers, si on veut dire, du bâtiment puissent en avoir la parfaite connaissance, la réglementation a été assez simple. Hein. L'idée, c'est que le dossier technique amiante ou le rapport avant travaux doit être communiqué par le propriétaire ou le donneur d'ordre à toute personne qui est susceptible d'interagir avec le bâtiment. Donc, d'une part, le donneur d'ordre, puisqu'il n'est pas forcément sachant, doit faire des diagnostics pour savoir s'il y a des matériaux amiantés. Une fois qu'il a ses résultats de diagnostic, il doit les concaténer avec ce qu'il avait déjà depuis 1997, comme on vient de le dire, et transmettre à qui en aurait besoin. Donc, bien évidemment, l'État à la première demande, on va dire, mais également les usagers de ce bâtiment, ces informations. Et donc les expliquer, bien évidemment, à travers ce qu'on appelle un dossier technique amiante ou une fiche récapitulative pour les sachants. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Donc ce dossier technique amiante, il est constitué, donc, comme je viens de le dire, de rapports avant travaux, de rapports liste A et des rapports liste B. Mais bien évidemment, en France, on aime bien complexifier un peu tout ça. Donc on a encore plein d'autres types de documents qui viennent s'ajouter à ce dossier technique amiante, notamment tout ce qui est suivi de ces matériaux, ce qu'on regroupe dans les rapports d'évaluation des états de conservation, les bordereaux de déchets et ainsi de suite. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble de ces documents. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand on est propriétaire d'un bâtiment, c'est relativement simple. Il faut suivre un certain nombre de documents et ça se fait. Par contre, lorsqu'on est propriétaire de X bâtiments ou de X locaux, ça devient vite fastidieux et vite compliqué et on oublie un maximum de choses. Ça devient vite très compliqué de suivre tout ça pour ces bâtiments. D'autant que quand on parle de cartographie, on veut dire deux choses. C'est l'emplacement, donc sur un plan du bâtiment, du risque, mais c'est aussi ce qu'est le risque. Est-ce que c'est un matériau qui est dans la colle? Est-ce que c'est dans la plinthe? Est-ce que c'est derrière le carrelage? Donc, on caractérise également le matériau. Oui. Puis là, on est en 3D, on voit dans le bâtiment, il y a des multicouches, c'est compliqué. Donc, finalement, pour résumer, alors, là, je vois, il y a la diapo qui arrive, c'est une multitude d'obligations. Ça, c'est bien de le rappeler aux gestionnaires de bâtiments tertiaires, parce que souvent on a fait des conférences qui s'adressaient aux diagnostiqueurs. Là, on a une vocation un peu pédagogique aujourd'hui, qui connaissent mieux ces risques-là et ces enjeux et cette réglementation. Mais là, des gestionnaires de parcs tertiaires, ils le connaissent un peu moins bien, puisqu'ils ont plein d'autres sujets, comme vous le décrivez tout à l'heure, Emmanuel, à gérer. Et donc effectivement, obligation de transmettre tous ces documents. Et donc ça, parce que si je ne le fais pas, j'ai des responsabilités qui sont engagées. Alors, jusqu'à présent, on avait effectivement ces obligations qui étaient des obligations pénales qui sont assez limitées. D'ailleurs, si on regarde les montants, ça ne va pas chercher bien loin, entre guillemets. La jurisprudence est en train de changer parce qu'on a l'apparition de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait que la victime puisse prouver qu'elle avait été mise en danger en tant qu'usager d'un bâtiment ou d'un local qui présentait un risque. La charge de la preuve s'est inversée depuis maintenant 3 ans. On constate aujourd'hui que le législateur demande déjà au propriétaire du bâtiment s'il est conforme par rapport à la réglementation, avant de dire s'il est coupable ou pas coupable. Et en général, comme c'est très compliqué d'être parfaitement conforme, on l'a vu pourquoi, avec tous ces documents et ainsi de suite, les sanctions tombent beaucoup plus vite. Et la sanction de la mise en danger de la vie d'autrui, on parle là de montants de plus de 100 ou 200 000 euros. Récemment, pour ceux qui suivent un petit peu l'activité amiante, j'ai posté sur LinkedIn un article où il y a une entreprise qui a été condamnée à 672 000 euros d'amende pour ne pas avoir respecté la réglementation et avoir mis en danger ses collaborateurs dans une phase de désamiantage. Dans une entreprise de désamiantage. Tout à fait. Oui. Donc, tout le monde ramasse, entre guillemets, le désamianteur, le propriétaire qui n'a pas transmis les bonnes données, et ainsi de suite. Oui, oui. Oui, puis on imagine quand on est dans une procédure, là, on va chercher les responsabilités de tout le monde, et on a tous intérêt donc finalement à ne pas rentrer dans ce cycle qui n'est pas un cycle vertueux. On a intérêt à plutôt être dans un cycle vertueux de gérer toutes ces données et ces rapports, et donc d'où avoir une centralisation de ces éléments. Alors, merci là pour déjà ce premier élément de cadrage. Petite question que je me posais, Gilles, c'est si on regarde tertiaire, privé ou public, est-ce qu'il y a une ligne de partage, des différences ou Alors, je dirais oui, il y a une ligne de partage et une ligne de prise de responsabilité. On a vu tout à l'heure, l'État était jusqu'en 2022 assez mauvais élève, puisqu'il ne faisait pas trop le job, dans au moins les établissements qu'ils avaient en gestion. Il y a eu une prise de conscience sur tout ce qui est école petite enfance, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a eu une grosse campagne de repérage et de mise à jour de toutes ces documentations sur la partie école sur le territoire français. Et les industriels, eux, ils ont l'habitude de gérer le risque. Donc ils n'utilisaient pas forcément tout ce qui était possible comme outil pour utiliser, mais ils suivaient plutôt le risque, non pas vis-à-vis pour être conforme à la réglementation pure et simple, mais tout simplement pour protéger leurs usagers. L'aspect code du travail est très important dans le monde tertiaire et dans le monde privé en général. Les usagers des bâtiments ne doivent pas venir faire leurs courses, ou si c'est
dans la distribution, par exemple, en prenant un danger. Donc, l'aspect code du travail était très, très bien pris en compte, on va Oui, parce dire. qu'il y a des impacts Exactement. commerciaux qui sont colossaux, effectivement. Si, Exactement. Et puis, si on sait que vous visitez un magasin et que vous chopez une maladie en sortant du magasin, je pense que la réputation de l'enseigne, c'est fini, quoi. Donc, c'était plutôt bien traité, entre guillemets, avant, sur la partie privée. L'explosion des rapports avant travaux fait qu'ils ont de plus en plus de données. Donc, du coup, il fallait qu'ils trouvent des solutions numériques pour optimiser cette gestion. On a eu une accélération, je dirais, depuis 2017 du secteur privé qu'on n'a pas ressenti dans le secteur public. Ah ben voilà, donc le cadre est posé, Emmanuel, où on va avancer, peut-être, voilà, Cyril va avancer. Alors, là, on va rentrer dans le cas concret, hein, vous allez nous présenter. Alors peut-être, on peut commencer, Emmanuel, par détailler qui est Conforama. Je parle d'un point de vue bâtiment, hein, bien sûr, puisque ça va être le sujet. Quel est le contexte du risque amiante dans votre parc de patrimoine ? Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu simplement l'étendue de la problématique amiante chez Conforama. Donc, le contexte bâtimentaire, c'est environ 234 bâtiments qui représentent environ presque 1,5 million de mètres carrés de bâtiments. Et les 1,5 million, je ne compte que la surface bâtimentaire. Je ne compte pas la surface exploitable, circulable, parce qu'on a des bâtiments avec plusieurs étages, donc on multiplie les surfaces. Alors, en termes de patrimoine, nous avons 5 bâtiments à usage de bureaux, qui représentent environ 15 000 mètres carrés, 173 magasins avec 1 million de mètres carrés et 51 dépôts déportés. Les dépôts déportés, c'est là où on stocke les marchandises avant la livraison du client. Et sur les 173 magasins, ils ont également des dépôts qui ne sont pas déportés mais contigus au bâtiment, au magasin. 5 plateformes logistiques et services après-vente, donc avec 2 grosses plateformes logistiques, et ça représente 240 000 mètres carrés de bâtiments. Alors, l'usage, le personnel qu'on peut avoir dans ces bâtiments, ce sont du public pour les surfaces de vente, et notre personnel, bien évidemment. Des sous-traitants qui font également des travaux dans ces bâtiments, hein, et ça veut dire qu'on doit répondre à un certain nombre de codes, donc le code du travail, le code de la santé publique, le code de l'environnement, etc. Et autre difficulté supplémentaire, et pas des moindres, c'est qu'un certain nombre de bâtiments, nous en sommes propriétaires, donc ça colle à ce que disait Gilles, mais pour un certain nombre de bâtiments, nous sommes locataires, donc c'est-à-dire que nous avons un bailleur. Gilles parlait tout à l'heure que le bailleur devait fournir le DTA, etc. Ben, on se rend compte qu'on est loin de la réalité, hein, et que tous nos bailleurs ne nous fournissent pas le DTA. Autre difficulté supplémentaire, c'est que la loi travail de 2017, si je ne raconte pas de bêtises, demande au donneur d'ordre qui va diligenter des travaux de faire un repérage amiante avant travaux. Donc ça nous incombe. Donc là, on a déjà un petit peu des frictions entre un DTA et un repérage amiante avant travaux. Donc, oui, parce qu'il y a des fois, il vous manquait des documents. Oui, nous on fait le RAT, mais il faut aussi le DTA.
Et le DTA devrait être fourni par le bailleur. Et je vous rappelle que nous n'avons pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Et c'est cette obligation de résultat qui est pour moi le plus important. Donc Conforama a décidé depuis un certain nombre d'années, et je vais citer le nom de Patrick Tiberghien, qui est le patron de la direction prévention des risques et qui a lancé toute cette démarche amiante depuis un certain nombre d'années chez Conforama, a décidé de réaliser, malgré que ce soit la responsabilité du bailleur, de faire les DTA. Donc nous faisons également nos DTA pour les bâtiments dans lesquels nous sommes que simples locataires. Oui, on pourrait presque imaginer que la réglementation aurait pu généraliser ce que vous êtes appliqué, parce que finalement, vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne, et donc vous avez une vision complète et qui est plus pertinente. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la grosse difficulté. Maintenant, nous avons, depuis bien avant la loi travail, une politique de repérage amiante dans nos... Alors je dis nos bâtiments, puisqu'on les occupe, hein, donc je vais le généraliser par nos bâtiments. Hein. Donc on a les DTA, la liste A, la liste B, hein, qui est une obligation réglementaire du DTA, mais nous avons franchi une étape supplémentaire, c'est que dans nos DTA, nous incluons également les matériaux hors AB. Donc on va plus loin et en plus on fait les fiches récapitulatives des DTA. Plus les repérages amiantes avant travaux qui sont également annexés à nos DTA. Concernant les repérages amiantes avant travaux, c'est quelque chose que l'on fait depuis un petit peu avant la loi travail. Hein. Donc on a un certain nombre de documents et une certaine cartographie de nos bâtiments. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Non. Moi, j'aimerais juste accentuer ce que vous avez dit, Emmanuel, c'est que il y a la réglementation et aujourd'hui, Conforama, on est rarement dans ce cas-là en fait. Conforama fait bien plus que la réglementation. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu se limiter à faire le DTA, être conforme à la réglementation, liste A, liste B, terminé, et puis faire des repérages avant travaux lorsque vous faisiez des travaux. Vous, ce que vous avez décidé de faire, c'est en fait de piloter, à chaque fois que vous faites des repérages avant travaux, finalement, vous inscrivez ces repérages avant travaux dans une logique comme si c'était un repère A et B, et vous le suivez dans le temps. Et je dirais, là, on est super luxe, entre guillemets, par rapport à certains clients qu'on a aussi, hein, qui font stricto sensu la réglementation. Mais là, ça veut dire qu'on a une prise de conscience je pense, de l'état patrimonial réel des magasins, puisque là, on parle quand même des magasins, et d'une part, une prise de conscience aussi, hein, qui est militée par le fait que c'est du personnel Conforama qui est usagé au premier titre de ces locaux. Tout à fait. Là, c'est très fort parce qu'en fait, et c'est pour ça explique un petit peu peut-être les volumes qu'on a, parce que bien avant la loi travail qui est devenue obligatoire en 2017, où l'obligation des repérages avant travaux est nécessaire, vous le faisiez déjà, et on se retrouve, nous, aujourd'hui, à intégrer des données où on a un historique bien plus important que chez n'importe quel autre client, ouais. Parce qu'il y a un suivi bien plus poussé et qui va au-delà de la réglementation, puisque, comme l'a dit M. Caustic, juste avant, ils le font aussi pour des bâtiments dont ils n'ont même pas la propriété. Donc vous êtes allé beaucoup plus loin. Parce que derrière, quand je dis ça, ça veut dire qu'ils absorbent des coûts qu'ils ne devraient pas absorber. Ouais. Oui, vis-à-vis de la réglementation, mais là, vous avez une gestion du risque un peu plus globale. Et puis, j'imagine vous pilotez aussi les travaux de manière différente. Alors, et donc, on va y revenir. On va y revenir. Mais pour terminer ce que disait Gilles, c'est que le DTA, c'est une obligation, mais un point que je n'ai pas entendu ou qui mériterait d'être éclairci ou expliqué, c'est que le DTA n'est pas une fin en soi.
Le DTA, il y a le suivi des états de conservation des matériaux de la liste A et de la liste B. Et chez Confo, on anticipe ces états de conservation en ajoutant également les états de conservation des matériaux hors AB. Donc pour anticiper, et tout ce suivi, j'en suis le garant dans le suivi documentaire. Concernant le process en matière de travaux de réhabilitation et de rénovation, on a un processus assez complexe et assez difficile. C'est que toutes les demandes d'investissement, ce que nous on appelle dans notre jargon les DAI, passent obligatoirement par la direction de prévention des risques. Et on regarde ces DAI, ces demandes d'investissement, et on les met en parallèle avec nos repérages amiante avant travaux. Et dans certains cas, nous avons besoin de faire des compléments de prélèvement, des compléments de repérage amiante avant travaux, avant de donner un go sur le démarrage des travaux. Et dans certains cas, nous sommes obligés soit de refaire des compléments, soit de faire intervenir des entreprises habilitées en sous-section 3 ou sous-section 4 pour pouvoir réaliser ces travaux. Voilà, alors j'aimerais qu'on passe là maintenant sur la partie, le constat là, sur les 12 derniers mois, parce que je ne voudrais pas qu'on soit pris par le temps pour la... D'accord, je vais accélérer. Il ne fallait pas me laisser la parole. Non, mais c'est super, on a la chance de vous avoir, mais il faut toujours mettre les couilles. Sur les 12 derniers mois, on a fait environ 60 interventions de diagnostiqueurs pour les mises à jour des états de conservation et ou des repérages amiante avant travaux. En termes de données, c'est pour simplement illustrer le volume et le besoin de passer sur de la digitalisation et du suivi de data par un logiciel. On a plus de 100 gigas de données, 50 000 fichiers, 4 000 dossiers. Enfin, c'est un volume de données c'est assez difficile à suivre et à mettre à jour. Et c'est très chronophage pour tout le monde. Donc, voilà. Oui, il y a de quoi devenir fou. Hein, si la personne qui gérait ces données avant, j'imagine, vous l'avez dû la soulager en passant à une solution un peu plus, un peu plus numérique. Donc ça sur la partie déploiement, lorsque ce que vous avez mis en œuvre. Alors, dans la partie déploiement sur la solution Sogelink, en quelques chiffres, il y a plusieurs phases de déploiement parce qu'on a un certain nombre de régions en France qui ont été découpées et on a choisi de passer par l'Île-de-France, par la région Île-de-France pour faire notre région test qui représente environ 13 sites, 25 bâtiments dont siège social. Et c'est l'intégration de plus de 251 documents de tout type, dont 165 rapports à saisir. Avant, on suivait ça dans un tableau Excel. Enfin, le tableau Excel a ses limites, surtout aujourd'hui. Et le magasin qui a été un petit peu pilote dans la validation du choix Sogelink a été le magasin de Colombes. Voilà. Avec 73 documents, 24 rapports, 356 repérages et sur les 356 repérages, 77 repérages positifs à l'amiante. Voilà, vous connaissez bien. Non, mais je viens de le lire parce que je ne retiens pas tous les chiffres. Voilà, donc alors la question qu'on peut se poser maintenant, Gilles, merci pour ce constat-là, ce tableau, on voit les Excel, on atteint les limites, à la fois humaines et Excel, et puis en termes de gestion de projet, c'est des sujets qui sont complexes. Et donc, Gilles, si on regarde maintenant en termes de gestion de projet, donc quand on prend en main, puisque c'est ça le lien, on a peut-être dû le redire en préalable, c'est que vous êtes intervenu pour numériser, pour appliquer votre solution sur le parc de bâtiments de Conforama. Donc, comment est-ce qu'on accompagne un opérateur, un donneur d'ordre tel que Conforama pour
passer sur une solution numérique? Alors, déjà, ça dépend de l'organisation qui est présente chez le client. Et là, je dois avouer qu'on a de la chance que Emmanuel est sachant sur le risque et sait exactement ce qu'il veut aboutir comme solution. Donc, souvent, ce n'est pas toujours évident, mais on a un interlocuteur unique au sein de Conforama qui pilote le projet. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Et pour intégrer les documents et les données et repartir sur quelque chose d'opérationnel, eh bien, ils ont fait le choix de découper, comme l'a dit Emmanuel, par région. La première région, c'est l'Île-de-France. Donc, on a attaqué par cette région-là. Intégrer les données et les bâtiments dans les outils Sogilink, en l'occurrence dans Amiante 360, ça se décompose en globalement 2 grosses étapes. C'est l'intégration du patrimoine. Donc, Emmanuel nous a dit, voilà, j'ai tous ces magasins, voilà les plans, voilà les documents, voilà tout ce que je vais vouloir récupérer dans l'outil. Donc, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Donc, on va recréer l'arborescence bâtimentaire dans l'outil grâce aux données que Emmanuel nous transmet pour chaque bâtiment. Donc, on va importer les plans, importer les documents, les qualifier, dire si c'est des rapports avant travaux, si c'est un vieux DTA, si c'est un BSDA, si c'est un liste A, si c'est un liste A et B, si c'est un liste C, et ainsi de suite. Donc, on va organiser toute cette documentation pour qu'elle soit accessible et rattachée au bon bâtiment, au bon repérage, au bon niveau du bâtiment. Et puis ensuite, le niveau 2, alors c'est pas toujours le cas chez tous nos clients, c'est de retranscrire l'ensemble des rapports de repérage en faisant le lien avec le rapport tel qu'il a été rédigé par le diagnostiqueur, jusqu'au lien sur le matériau amianté sur la cartographie. Donc vraiment un lien de bout en bout, ce qui va nous permettre, de caractériser le matériau, c'est de la colle noire sous faïence, et elle est située dans telle localisation, c'est-à-dire telle pièce du magasin. On va aller jusque-là. Je vais dire, dans l'organisation Conforama, on a eu aussi une chance, c'est que Conforama a une organisation vis-à-vis d'un diagnostiqueur. Ils ont un marché à bon de commande uniquement avec un seul diagnostiqueur. Donc la typologie aujourd'hui des documents que l'on intègre, elle est la même pour tous les bâtiments. Donc on peut aller très très vite, puisque une fois qu'on a compris comment le diagnostiqueur et surtout comment Conforama demandait à son diagnostiqueur de travailler, on va intégrer beaucoup plus rapidement les documents. Oui, vous avez une méthode de travail qui était la même dans tous les bâtiments, et donc ça permet de reprendre les éléments plus rapidement. Oui. Alors, pour compléter ce que dit Gilles, notre diagnostiqueur est quand même indépendant par rapport à ce qu'il doit faire comme mission. On ne lui dit pas si j'y veux un truc positif ou un truc négatif. Il est complètement indépendant sur le nombre de prélèvements qu'il doit effectuer, sur les endroits qu'il veut aller visiter dans le magasin, les pièces, etc. Ce qu'on a pu faire, c'est la forme du rapport avec des couleurs pour que ça soit plus facile à lire, plus facile à ranger. La dénomination des rapports, c'est pareil, c'est pour la gestion de la data. Oui, vous avez normé. On a normé un petit peu le rapport. Et deuxième point, je parlais tout à l'heure de DAI, les demandes de repérage amiante, on a un standard de repérage, parce qu'on sait très bien quel type de travaux on va faire dans l'année ou dans les mois futurs. On sait les problématiques de travaux que l'on a, donc on sait ce qu'on veut comme repérage amiante avant travaux, en termes de travaux standards. Quand il y a des travaux plus compliqués, c'est un RAT bien plus compliqué. Voilà. Cyrielle, alors maintenant pour continuer, là on a vu le patrimoine, on a vu la gestion de projet, l'intégration des données. Alors on aimerait bien, Cyrielle, voir comment ça fonctionne tout ça et quand c'est intégré. Voilà. Donc on a la chance effectivement aussi on a fait un partage d'écran là de votre solution. Donc vous allez voir, cher public, en direct, si c'est clair pour tout le monde. Et on vous laisse donc nous présenter les résultats alors. Yes. Alors, je me trouve là sur le tableau de bord donc, de Amiante 360 Patrimoine pour le compte de Conforama. Donc, on voit ici de Conforama. J'espère qu'il n'y a pas de données sensibles là. C'est un bâtiment test. C'est un bâtiment test. Les agences donc sélectionnées, donc tout le maillage national, avec donc les groupes qui sont donc des sites entre les dépôts, les magasins, les bureaux. Et là, donc, j'ai tous les bâtiments, donc là, les magasins en l'occurrence, qui sont référencés. Donc, j'ai un espèce de fil d'Ariane qui me permet de venir filtrer très facilement.
Donc sur mon tableau de bord, je vais retrouver effectivement tous les bâtiments qui sont soumis ou non soumis à la réglementation, les actions réglementaires à faire, les actions de paramétrage également sur les plans, on en a parlé, de l'arborescence, la bibliothèque où je vais retrouver donc tous mes documents, les DTA, les fiches récapitulatives et les DAPP, donc là en l'occurrence on n'en a pas, l'annuaire également avec les diagnostiqueurs donc invités et les contacts s'il y a des entreprises de travaux par exemple. Ensuite, si je descends les matériaux, donc là, je pense que c'est ce module-là que vous regardez précisément, Monsieur Costic, avec les matériaux aimantés, les repérages, puisque, comme on l'a dit, il y a des rapports avec des repérages à l'intérieur, les matériaux liste A, ainsi que leur score associé, les matériaux liste B et les matériaux liste C. On peut également diffuser, mais on le verra juste après, les DTA, par exemple, et on a une vue donc, sur les rapports, sur l'ensemble des bâtiments. Je me répète, et une vue travaux si besoin. Donc là, je vais me mettre un peu dans la peau de Monsieur Costic et je vais venir inviter un diagnostiqueur directement. Donc je vais sélectionner l'agence, donc ici Île-de-France, hop, avec donc mon annuaire. Donc là, je vais retrouver tous les contacts et je vais venir missionner un diagnostiqueur pour un type de rapport que je vais venir sélectionner. Là, en l'occurrence, peut-être un rapport de repérage liste A et B, et le bâtiment ou les bâtiments qui seront concernés. Donc ça, très facilement, directement sur l'application. Ensuite, je vais me mettre, par exemple, sur notre bâtiment donc test, qui est Conforama Colombe, juste ici, où là, donc, je rentre dans le bâtiment. Donc, je n'ai plus que la vue bâtiment. Donc, on a des tableaux de bord qui sont dédiés, que ce soit à la vue globale ou à la vue bâtiment. Donc là, je vais me mettre sur les rapports. Donc là, on voit des rapports validés. Je vais venir ajouter un repérage finalement. Juste ici, donc effectivement, vous avez très bien normé finalement tous les rapports, donc que ce soit beaucoup plus simple à réaliser. Donc là, j'ai toutes les informations et le diagnostiqueur qui est en charge. Donc là, nous sommes en test, hein, mais c'était vraiment pour pouvoir illustrer. Si j'ai une analyse documentaire à ajouter, je peux rajouter directement les rapports consultés. Et là, donc, on va créer un repérage ensemble. Donc, j'ajoute un repérage. Je me mets par rapport à l'arborescence. Donc, par exemple, nous allons aller sur une sortie de parking. Aller chercher donc soit au niveau du mur, du sol, du plafond ou autre. Allons sur du sol. Juste ici, je vois par rapport au repérage si c'est prélèvement, inspection visuelle ou sondage. Je peux même ajouter un laboratoire directement depuis l'application. Oui, parce que vous avez en base, là, si j'ai bien compris, vous allez vite, mais vous avez les diagnostiqueurs, tous les diagnostiqueurs, tous les laboratoires. Tout l'annuaire de contact. Il faut savoir que les diagnostiqueurs en France sont certifiés, donc il y a une base par le ministère qui est aspirée par l'outil, de façon à ce que nos clients ne puissent pas inviter quelqu'un qui n'est pas certifié. Eh ben oui, c'est une sacrée sécurité, oui. Qui est toujours tenu à jour, hein, j'imagine. Ah oui, exactement. Oui. Important. Alors, on va aller chercher donc une dalle de sol. Donc, d'abord, je vais sélectionner dans la liste A ou B le type de composant. Donc là, on retrouve ce qu'a dit Gilles au tout début de cette conférence. Donc là, sur la liste B, je vais aller voir plancher et plafond, par exemple. Ça me trouve donc dans la liste de la 46020 les composants, donc plafond, poutre ou plancher. Donc, je vais sélectionner plancher. Partie de composants, dalle de sol. Ça reste un test. Hop. Ici, donc je mets suivant et je me retrouve donc dans le résultat. Donc, présence oui ou non d'amiante. Est-ce que la protection est donc physique ou non étanche? Donc là, je vais avoir un système de résultats, donc ce qu'on a vu, score 1, 2, 3 ou AC1, AC2 ou EP, en fonction de ce que je vais retrouver en fait sur mon rapport. Donc la dégradée ponctuelle sur l'étendue de la dégradation, le risque est faible. Je suis donc sur une recommandation EP. Si, par exemple, c'est généralisé, je serai sur une action corrective de niveau 2. Et si, par exemple, c'est non dégradé, faible ou rapide sur le risque, je vais me retrouver dans AC1, donc action corrective de niveau 1. Admettons, on reste dans l'AC1. Je vais venir renseigner le critère de décision. Donc là, ça serait, par exemple, le surjugement de l'opérateur. Et donc, je valide et je crée un nouveau repérage si je le souhaite. Donc ensuite, je me mets à la place du diagnostiqueur, effectivement, avec tous ces repérages. Je me rends sur le tableau de bord du bâtiment
Et je voudrais voir un peu cette vue, parce que bon, c'est bien beau de les avoir, mais comment ça se concrétise finalement sur une cartographie et sur mon plan. Donc là, je vais sélectionner, donc, par exemple, le rez-de-chaussée pour avoir une vue concrète sur qu'est-ce que j'ai comme repérage. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup de repérages qui ont révélé de l'amiante, mais qui a été retiré. Donc là, on a une légende sur la partie de gauche avec le matériau. Donc est-ce que si c'est en rouge, c'est amianté, vert retiré, etc. Et je vais avoir un type également si je m'avance, hop, avec si c'est un conduit, c'est parois intérieures, extérieures. Donc j'ai vraiment une vraie légende et pouvoir m'y retrouver plus facilement finalement directement sur le plan. Donc là, je m'avance sur la réserve, par exemple, pour voir et avoir une fiche détaillée du repérage. Je m'y rends. J'ai donc la photo associée, quand est-ce qu'a eu lieu le repérage, quel est le composant, l'action attendue et le type. Si je veux également voir le rapport, je peux aller directement le visionner ou le télécharger. Peut-être, Cyrielle, tu peux revenir en arrière avec la vue carte. Ce qui est assez important, je dirais, dans l'approche de notre solution à ce niveau-là, c'est que le DTA, lorsqu'on construit un DTA, la réglementation précise qu'on présente les zones amiantées. Oui. Comme on peut le voir, ici, on présente aussi tous les résultats également négatifs, c'est-à-dire qui sont verts, hein, c'est-à-dire que inutile d'aller refaire un repérage, refaire un sondage à un endroit, parce qu'on va capitaliser. Emmanuel, c'est souvent ce qui arrive, hein, on va capitaliser sur l'information que vous aviez déjà, et des fois, cette information, elle est soit inexistante, soit complètement difficile à retrouver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On relance un diagnostic au même endroit avec des coûts associés, alors que dans la boutique, quand je dis la boutique, c'est dans Conforama, on a parfois l'information qui existe déjà. Et un repérage a un coût également. Mais d'où l'intérêt de travailler avec le même diagnostiqueur et de compiler les repérages amiantes au fur et à mesure. Oui, donc de centraliser l'information. Finalement, si j'ai bien compris, le maître d'ouvrage saisit les données, où est-ce que j'ai besoin d'un rapport de repérage. Ensuite, le diagnostiqueur récupère cette information et puis vient compléter aussi, alimenter le système avec ses résultats. Et donc après, le maître d'ouvrage reçoit des alertes et avec les retours d'informations. Et effectivement, ce qu'on est en train de faire actuellement avec les équipes de Conforama, c'est reprendre l'historique, toute la donnée qu'ils avaient. Les 100 gigas, on est dedans là. C'est colossal de reprendre tout, parce que là, j'ai vu l'arborescence qu'il y a, effectivement, qui n'est pas simple. C'est pour ça que quand c'est bien rangé, on adore, parce que du coup, on va beaucoup plus vite. Parce que des fois, c'est le bazar. Une question que je voulais vous poser, là, parce que je ne connais pas votre système, est-ce que vous numérisez, est-ce qu'il y a un peu d'automatisation que vous avez sur la reprise de l'existant Alors, on a de la chance, parce que chez Conforama, tout était déjà numérique. Donc, tous les rapports sont en PDF, tous les plans sont en DWG, ou la plupart, des fois on n'a que du PDF également. Donc en fait, on intègre des fichiers. Donc il n'y a pas de lecture automatique, un diagnostic, il faut le lire. Ah, il n'y a pas de lecture automatique. Non, c'est du travail manuel. C'est du travail manuel. Donc effectivement, donc il y a un gros travail de reprise. Mais bon, après, on voit là, tout le gain qu'il y a derrière, effectivement, en termes d'efficacité. Sur le logiciel, vous vouliez nous montrer encore Une dernière chose, effectivement, pour la diffusion du DTA, comme on l'a dit, c'est réglementaire, de pouvoir le mettre à disposition et donc de le diffuser. Donc, très simplement, je me rends donc dans la bibliothèque et je vais venir ici le diffuser à acquis de droit, donc à des organismes type CRAMIF, directement depuis l'application, et je vais pouvoir diffuser très simplement. Et ça, dans l'organisation Conforama, c'est important parce que le DTA et les documents doivent être accessibles dans les magasins. Alors, pour compléter le suivi, le DTA, la fiche récap ou le repérage amiante avant travaux, ce n'est pas une fin en soi, hein, il faut l'utiliser. Donc, nos documents sont disponibles pour tous nos directeurs de magasins, hein, consultables par tous les salariés de Conforama, consultable aussi par les entreprises intervenantes, mais on suit également la traçabilité de l'envoi de la fiche récap ou du repérage amiante avant travaux à nos entreprises intervenantes. Et oui, parce que ça fait foi, là, j'ai bien compris, en termes de responsabilité, donc vous êtes obligé de... Oui, la charge de la preuve, donc l'outil, lorsqu'on envoie un mail, on a la preuve que le document a bien été téléchargé.
Alors, il n'a pas été lu, hein, ça on ne peut pas savoir encore, mais c'est comme le recommandé. Ouais. Vous avez retiré le recommandé, que vous avez ouvert l'enveloppe ou pas, entre guillemets, peu importe. Ouais. L'important, c'est que le donneur d'ordre puisse prouver qu'il a bien fait son job, qu'il a bien envoyé le rapport, qu'il a bien envoyé le DTA à l'entreprise. Et on a également un historique des versions, de savoir si ça a été diffusé, à qui, pour avoir un vrai suivi très poussé. Alors, Emmanuel, là, pour avancer, je vois qu'il nous reste une petite quinzaine de minutes. Pour avancer, donc si vous avez mis en place, c'est que cette solution, c'est qu'on commence à voir les bénéfices qu'il peut y avoir, mais j'aimerais que vous les décriviez concrètement, vous, ce que vous attendiez en termes de bénéfices. Alors, en termes de bénéfices, c'est un gain de temps dans la gestion documentaire, une amélioration de la traçabilité des MCA, hein, une traçabilité des consultations, faire ressortir des indicateurs qui peuvent être demandés par la direction technique. Par exemple, combien de mètres carrés de toiture fibro on a, combien de surface combien de mètres carrés de colle amiantée on a dans les magasins, combien de tonnes de matériaux amiantés on a traité ou fait traiter, combien on a de matériaux en AC1, en AC2 que l'on a. Hein. Enfin voilà, c'est le suivi de tous ces KPI, de ces indicateurs, pour pouvoir anticiper des travaux et ne pas découvrir qu'on a de l'amiante durant un projet. Hein. D'ailleurs, ce matin, là, je fais un petit aparté, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps, en parlant des contrats de performance énergétique. L'entreprise de la FEDEN, le syndicat qui gère le pilotage de l'énergie dans les bâtiments, disait que le principal risque, c'était le risque amiante. C'est-à-dire que quand on fait les travaux, le contrat de performance énergétique, des travaux d'énergie, si on découvre qu'il y a de l'amiante dans les moments, là, ça vient poser des problèmes de planning, poser des problèmes de coûts. Et donc ça, pour vous, ça, j'imagine aussi, ça a changé la vision que vous aviez sur la gestion des travaux, mais aussi la gestion des coûts. Alors, cette vision-là, moi, je ne l'ai plus parce qu'on l'a depuis très longtemps. Oui. Hein, l'anticipation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on suit les états de conservation des matériaux de la liste ORAB, justement pour anticiper tous ces travaux. Et maintenant, on arrive à un stade où j'ai des directeurs de magasins qui m'appellent en me disant voilà, je commence à avoir une dalle qui se décolle, on la répare dans les semaines, dans le mois qui suit, pour éviter de faire revenir le diagnostiqueur après les états de conservation. Donc on anticipe ça et ça nous permet d'avoir des gains de coûts. Il faut quand même avoir en perspective, c'est que le besoin initial, c'est que le magasin tourne tout le temps. Donc, qui dit travaux et qui dit travaux mal anticipés, dit fermeture du magasin, et ça, c'est pas tolérable, quoi. Oui, parce qu'il y a des pertes d'exploitation, là, du coup, et là c'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre si ce n'est pas programmé. Hein. Alors, les travaux de remodeling sont programmés. Hein, c'est anticipé, c'est géré. On n'hésite pas à fermer une zone si on la considère dangereuse ou susceptible d'être dangereuse. On n'a pas d'état d'âme sur le sujet. Et on n'a pas on cache pas les choses, quoi. Chez Confo, on n'a pas de politique d'autruche. Hein. On explique les choses, en particulier avec nos partenaires sociaux, hein, les CSE. On consulte les CSE quand on fait des opérations de retrait. On explique les travaux aux collaborateurs. Là, on va pouvoir également suivre, vous n'en avez pas parlé, le suivi des travaux. Hein, c'est une part extrêmement importante pour Conforama. Les mesures environnementales durant les travaux, les contrôles visuels, les E1, les EV2, enfin, tous ces documents travaux,
vont pouvoir être enregistrés dans la solution et partagés aussi avec nos collaborateurs. Oui. Ouais. Avant, comment vous gériez, parce qu'il y a des multitudes d'alertes temporelles, vous parliez des tas de dégradation des matériaux, vous les gériez dans des fichiers Excel, c'était comment C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure. On suit ça dans un big tableau Excel, mais Excel, on arrive aux limites d'Excel. Enfin, il y a un moment donné, il y a tellement de lignes, tellement de données, tellement de suivi, tellement de dates, qu'il y a un moment donné, c'est extrêmement difficile. Des risques d'erreur, en plus, ce n'est pas des solutions qui sont faites sur lesquelles on peut avoir des erreurs de saisie ou des erreurs écraser une ligne, et ainsi de suite. Donc, alors, on connaît les limites d'Excel, tout ça. Voilà, mais on a quand même des systèmes de sécurité chez nous aussi. Ouais. Si on loupe un état de conservation, le diagnostiqueur nous le dit, et de toute façon, on fait tellement de travaux qu'il y a un moment donné, on va ouvrir le dossier du magasin pour aller consulter, pour les vérifier. Donc, si les dossiers sont également consultables par nos ingénieurs travaux, ouais, pour préparer leur chantier aussi, ce n'est pas une donnée qui est conservée par M. Kostic. Est-ce que une question, et puis Gilles va conclure, une question, est-ce que le diagnostiqueur a aussi accès au tableau et si le maître d'ouvrage loupe une alerte, le diagnostiqueur peut relancer son maître d'ouvrage? Finalement, il y a une espèce de collaboration comme ça sur... Oui, alors la collaboration, elle ne se fait pas forcément dans l'outil, elle doit exister auparavant, et c'est le cas chez Conforama. Mais bien évidemment, ce que Cyrielle a montré, c'est que c'est une plateforme collaborative. Aujourd'hui, le donneur d'ordre, en l'occurrence Conforama, ouvre sa plateforme à son diagnostiqueur et à ses entreprises de travaux. Et au CSE et aux syndicats, et il y a vraiment une volonté de transparence sur la gestion du risque, parce que cette gestion du risque, comme disait Emmanuel, il n'y a pas de politique de l'autruche. On sait qu'on a de l'amiante dans les magasins et on sait la traiter. Et c'est d'autant plus facile de communiquer sur quelque chose quand on a des gens qui sont ouverts à la discussion et qui présentent les choses. Oui, qui deviennent aussi acteurs du coup de la gestion de ce risque-là. Exactement. Donc dernier point, Gilles. Là, parlons un peu. Allez, encore un acronyme. ROI. Ouais. C'est les retours sur investissement. Alors Emmanuel en a parlé un petit peu. C'est-à-dire que on est en train de tout ressaisir l'historique chez Conforama. Ouais. Pour qu'on passe finalement dans une phase, ce que j'aime bien dire, d'une phase de gestion à une phase de pilotage. Aujourd'hui, ce que recherche Conforama, c'est être en mesure de dire je vais faire une réfection partielle de tel magasin à telle date, une autre à telle date, ça va me coûter tant parce que je sais que j'ai ça comme matériau amianté, et ainsi de suite. Donc c'est de la programmation pluriannuelle de travaux, et on est rentré dans cette logique-là, et là, les industriels sont largement en avance vis-à-vis du service public. Parce que, comme tu le sais, le service public, les budgets sont votés de manière annuelle. Dans le privé, on est sur du pluriannuel, et donc ils savent se projeter au-delà de l'année, au-delà des 2 ans, au-delà des 3 ans. Et donc on est vraiment là-dedans. Et c'est d'autant plus facile d'établir des retours sur investissement en mettant en place nos outils dans ce monde-là que dans le monde public. Ceci étant, ce n'est pas un ROI qui est sorti des données de Conforama, puisqu'on est en plein déploiement actuellement. Mais aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a quelques clients qui ont démarré avec la solution en 2016. Et on a sorti des statistiques et on sait aujourd'hui ce qu'on va chercher. Et on est en train d'accélérer dans ce domaine-là pour avoir des données un peu plus fraîches. Mais globalement, si on regarde ce qu'on avait chez ce client-là, qui est une petite collectivité, 10 000 docs, on en est à 61 000, 6 ans après. Donc c'est énorme. Et surtout, on a un taux de consultation, et ça veut dire que c'est vraiment la chance de l'outil. C'est-à-dire qu'avant, l'amiante restait dans son coin. S'il n'y avait que quelques sachants dans l'entreprise qui savaient « Ah ouais, fais attention quand tu vas percer un trou là, je sais qu'il y a de l'amiante ». Aujourd'hui, ça a été la consultation des plans, parce que ça devient beaucoup plus facile d'aller voir s'il y a une pastille rouge ou une pastille verte à tel endroit. On n'est pas obligé de savoir que c'est de la colle, on sait juste que c'est dangereux. Et du coup, si on sait que c'est dangereux, on pose la bonne question avant de faire les travaux. Donc là, il y a un retour sur investissement, effectivement, en termes d'argent, mais surtout en termes de sécurité dans les bâtiments. Et c'est ça, le deal dans l'amiante. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur la problématique amiante en France. La problématique, c'est des fois, on fait des travaux sans savoir qu'on s'expose à un risque. Notre outil est là pour
faciliter l'accès à la connaissance sur le monde bâtimentaire. Oui, comme l'accès est beaucoup plus simple, après, effectivement, c'est beaucoup plus consulté. Il y avait une question, allez. Sur les ROI, il y avait d'autres choses à dire? Non, de toute façon, on va diffuser la présentation, donc les gens pourront rentrer dans le détail. Voilà, cher public, c'est un petit deal qu'on fait, vous savez, avec notre public, c'est qu'en fin de présentation, là, vous recevrez un email pour répondre au questionnaire de satisfaction. Et en contrepartie, on vous fournit les présentations. Il y avait une question de Catherine que je vous pose. Est-ce que le logiciel gérait également les déchets amiantes? Alors oui, ça dépend de ce qu'on entend par gérer. En fait, l'obligation du donneur d'ordre est de conserver le BSDA associé aux travaux qu'il a réalisés dans son bâtiment. Donc depuis 2022, on a la plateforme Track Déchets qui est venue s'imposer au niveau territorial pour qu'on ait une plateforme unifiée au niveau de l'État pour gérer la problématique déchets. Bien évidemment, Amiante 360 est interfacé avec cette plateforme parce que l'initiateur du bordereau de déchets, c'est bien le donneur d'ordre. Donc il va créer le bordereau de déchets associé à son repérage avant travaux et on va avoir un suivi de ce bordereau pour que, in fine, il revienne dans les mains, en l'occurrence de M. Caustic à Conforama, pour qu'il soit stocké sur la plateforme. Une dernière question pour vous, Emmanuel. Donc là, j'ai compris, on a intégré les données. Est-ce que vous avez commencé à utiliser sur l'Île-de-France la solution ou pas? Et est-ce que vous avez prévu de former aussi des collaborateurs à l'usage, en tout cas tous les gens qui auraient besoin de s'en servir? Alors, on est en phase de déploiement. On a 12 régions à intégrer. Oui. On a commencé la région 1 dans la mise en place de la solution. Au jour d'aujourd'hui, non, pas encore. Oui. On n'est pas en phase d'exploitation. Oui, donc vous êtes entre les deux. On est entre les deux. Après, il faut passer, j'imagine, là, c'est comme toutes les transitions, il faut les faire au plus rapidement parce que sinon vous gérez deux systèmes un peu en parallèle. Oui, c'est exactement ça. Donc moi j'ai peur de gérer deux systèmes. Alors on commence par les magasins où la mise à jour est assez récente pour nous laisser un petit peu du temps dans la phase d'exploitation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un groupe de pilotage. Et dans ce groupe de pilotage, je dis, ce magasin-là, l'intégrez pas tout de suite parce qu'on va avoir une mise à jour d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc, ce n'est pas la priorité de l'enregistrement. Donc, d'où l'intérêt de bien partager avec les équipes Sogelink. Ça, c'est important. Voilà. De dialoguer, d'avoir un correspondant ou un pilote chez Sogelink, justement, pour communiquer sur le... Pour faire ce passage de témoin, pour que ça se passe bien, voilà. C'est la gestion de projet après. Oui. Et puis pour compléter sur ta question sur la formation, bien évidemment, M. Caustic, il a été formé, mais on va avoir une formation très light pour les directeurs de magasins pour qu'ils puissent juste consulter ce qu'ils ont besoin de consulter. Bien sûr, voilà. Donc après que tout le monde puisse s'emparer des éléments. Ben voilà, je crois qu'on a à peu près terminé pour cette conférence. On a fait le tour, il me semble, je parle sous votre contrôle tous les trois. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Je voulais juste vous parler une dernière chose. Tiens, on aimerait faire ça aussi sur d'autres sujets, qui est le tertiaire d'ailleurs. On a mis en place avec l'ADEME, on va en parler d'ailleurs à 16h, une conférence, c'est une exposition, Transi Expo Vélo sur le vélo, qui va être diffusée dans les bibliothèques, dans les écoles, chez les maîtres d'ouvrage pour la transition au vélo. Et on pourrait faire la même chose sur la partie tertiaire aussi, ou sur l'amiante. C'est un webtoon, vous voyez, qui est très didactique et d'information sur la transition vélo, mais on pourrait avoir la même chose sur le risque amiante, effectivement, quels sont les risques et qu'est-ce que je dois faire.